L'invité de la matinale, Louis Dauphren, Étienne Pépin. Yes, we can. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu le slogan. Il a été ressuscité cette nuit par la candidate démocrate à la présidence américaine. Kamala Harris était à Clarkson, en Géorgie, pour galvaniser ses partisans avant l'élection du 5 novembre prochain. La vice-présidente américaine était accompagnée de Barack Obama et du chanteur Bruce Springsteen. La légende américaine du rock a chanté son rêve américain avec 3 tubes: The Promised Land, Land of Hope and Dreams and Dancing in the Dark. On va en parler avec notre invitée ce matin, Rama Yad, ancienne ministre française établie désormais aux États-Unis. Elle est directrice Afrique et Senior Fellow Europe pour Atlantic Council à Washington. L'Amérique, dit-on, oui, parce que l'Amérique, dit-on, donne des leçons au monde entier, mais il y a des leçons à tirer de l'Amérique, et en particulier l'Europe a des leçons à tirer de l'Amérique, et c'est ça qui est intéressant dans l'essai de Rama Yad, qui est un essai sur la nation et la puissance. Auteur donc des leçons de l'Amérique, nation et puissance chez l'Harmattan. Rama Yad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La campagne américaine, c'est plus que de la politique, c'est un show. Cette nuit, cela a été une démonstration de force de ce que l'Amérique politique peut produire de meilleur. Après Taylor Swift, le grand Bruce était là, Eminem aussi est passé il y a quelques jours, Barack Obama, fil rouge de tous ces spectacles. C'est effectivement une performance d'abord. Il faut dire que Kamala Harris a levé $1 milliard, battant le record de l'histoire politique en matière de levée de fonds, ce qui autorise sans doute de telles folies. Est-ce que c'est ce qui permet de garder le lien entre les politiques et la population, entre les élus, entre les candidats, et puis ceux qui votent pour eux, contrairement à ce qui se passe en France, où on voit un fossé se creuser? C'est la culture américaine de la pop, du cinéma, de l'image, de la publicité. On est en plein cœur de ce qu'on appelle l'American Dream, le rêve américain, à forte dose de spectacle. Mais attention, il y a quand même aussi une réalité que rappelle la base encore très forte du Trumpisme, une base en colère, avec des revendications. Donc, on se rappelle qu'Hillary Clinton avait eu beaucoup de stars d'Hollywood autour d'elle en 2016. Ça ne l'a pas fait gagner pour autant. Donc, voilà, il y a à la fois le spectacle, le show, et puis il y a aussi la réalité qu'il ne faut pas oublier. Les Américains, Rama Yad, se déterminent au dernier moment. Oui, tout à fait. Contrairement aux Français, les Américains se décident dans la dernière semaine. Et si on comparait l'état des sondages pour les précédentes élections à la même période, le vainqueur annoncé n'est pas celui qui a finalement gagné. Donc, mais il n'y a pas une base d'électeurs, un socle de voix, une réserve de voix, comme on dit en France. On ne vote pas traditionnellement, qu'on soit de telle ou telle famille ou telle région, traditionnellement pour tel ou tel parti? Si, c'est pour ça que les deux camps ont fait le plein. Les deux camps ont fait le plein, et le nombre d'États clés qu'on appelle les swing states, qui balancent en fait, qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre, est passé de 7 à peut-être 3, 2 aujourd'hui. Donc c'est pour ça que beaucoup disent ça va être une élection serrée où ça va se jouer Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, voilà, autour de quelques milliers de voix. Et c'est là où aussi les troisièmes candidats et les autres candidats dont on ne parle jamais, au-delà de Trump et Harris, il y a d'autres candidats aussi qui seront sur certains bulletins de vote, notamment Jill Stein, l'écologiste, qui a une volonté de mettre en avant la question humanitaire à Gaza, et pour l'électorat musulman du Michigan, ça peut compter. Et qui peut être décisif, parce que même ces quelques dizaines de milliers de voix, ça peut faire basculer l'État. La dernière fois, ça a fait basculer l'État. En 2016, 33 000 voix qu'avait obtenu Jill Stein, qui est déjà candidate, et Hillary Clinton a perdu. Ça ne veut pas dire que si elle n'avait pas été là, ses voix seraient reportées sur Hillary Clinton. Mais en tout cas, ça a suffi pour la faire perdre. Rama Yad, sur votre itinéraire, parce que quand même, vous êtes ancien ministre de Nicolas Sarkozy, on vous a connu dans les années 2000-2010, vous avez occupé divers postes et vous avez été promu en quelque sorte par le sarkozysme flamboyant qui est arrivé en France. Et puis après, donc les années 2010-2015, vous étiez dans l'opposition, puis vous êtes parti aux États-Unis, Banque mondiale, Atlantic Council, qui est un laboratoire d'idées. Qu'est-ce que vous faites dans ce laboratoire d'idées? Vous êtes au service maintenant de l'oncle Sam? Non, parce que ce n'est pas une organisation gouvernementale. Il s'agit d'un centre de recherche international, on appelle ça un think tank, c'est-à-dire c'est un lieu d'influence. C'est pas juste un lieu où on fait des publications, c'est au cœur du pouvoir mondial qui est Washington. Eh bien, Atlantic Council, comme d'autres, comme la Brookings, comme USIP, comme CSIS, sont des organisations qui influencent la politique américaine et la politique globale.
on conseille aussi des gouvernements européens, des gouvernements africains, asiatiques, le secteur privé, les grandes fondations américaines, les grandes entreprises dans le domaine de l'énergie renouvelable, des minéraux stratégiques, de la sécurité, de la gouvernance. Voilà. Et vos sujets à vous, c'est quoi? Vous êtes directrice de la section Afrique and Senior Afrique. Fellow Europe. Parce que je suis née au Sénégal et j'avais envie de travailler sur l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi? C'est un être humain sur 4 sera africain dans 30 ans. C'est juste, en 2024, c'est l'endroit, enfin, la moitié des pays à plus fort développement, à plus forte croissance économique sont en Afrique. C'est l'endroit qui héberge 30% des minerais stratégiques tellement importants pour les portables et les Tesla. Donc, j'avais envie de travailler sur cet avenir-là. Mais est-ce que ça intéresse les Américains qui sont quand même plus que nous tournés vers l'Amérique latine, alors qu'en Europe, on est plus tourné vers les pays africains? Est-ce que l'Afrique en tant que telle est un continent qui intéresse les Américains? Oui, ça les intéresse parce que la compétition est rude sur le territoire africain en ce moment, avec la Chine, qui est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Il y a une raison à ça, parce que c'est un continent qui est en train de renaître. Et la Russie, qui fait sa propagande via Wagner. Et je vous rappelle qu'il y a eu une vague de coups d'État soutenue, en tout cas applaudie par les Russes, qui sont aussi le premier vendeur d'armes en Afrique, 40% du marché, alors que les États-Unis, c'est que 15%. Donc, et vous savez qu'en ce moment, il y a le sommet des BRICS à Kazan, en Russie, où tous ces pays, Russie, Chine, Inde, Brésil, d'abord les BRICS en plus augmentent, leur nombre augmente. Maintenant, il y a l'Iran qui a rejoint, il y a les Émirats Arabes Unis. Donc, ils veulent mettre en place un modèle alternatif au modèle de gouvernance occidentale. Et ils représentent 30% du PIB mondial et la moitié de l'humanité. Donc, oui, ça intéresse les Américains parce que la concurrence est forte en Afrique. Beaucoup de choses se jouent. Ramayad, votre livre est sorti, il s'appelle Les leçons de l'Amérique, le jour, ou quasiment le jour de la controverse sur le Doliprane. Est-ce qu'on peut prendre cette affaire-là pour montrer d'abord qu'on ne dit pas certaines choses sur les États-Unis par rapport à l'Europe? Il y a quand même une différence très nette aujourd'hui et un écart qui se creuse. Oui, exactement. En fait, au fond, ce livre s'appelle les leçons de l'Amérique au pluriel, mais la seule qui vaille leçon de l'Amérique de ce que j'en ai vu, moi, c'est que les États-Unis, je suis désolée de le dire aussi brutalement, mais ils ont tourné le dos aux principes libéraux pour préserver leurs intérêts économiques stratégiques. Donc, à coup de droits de douane, à coup de primes à la consommation, de subventions, de taxes, allant dans deux sens. D'abord, vous avez une protection vis-à-vis de la concurrence chinoise, parce que sinon, ils vont se faire déborder par les véhicules et la technologie chinoise. Donc, ils se protègent. Mais ce n'est pas qu'un souverainisme étroit, c'est aussi quelque chose qui est très moderne parce que ça s'accompagne d'investissements massifs. Biden a mis 2000 milliards dans l'économie américaine. Trump avait même mis 100 000 milliards. Et donc, ces investissements sont dans la tech, la technologie, 6 fois supérieure à ce que investit l'Europe dans la tech, sont dans l'énergie propre, la transition énergétique. Le Texas, qui est État pétrolier, on se souvient tous de la série Dallas, État pétrolier par excellence, est aujourd'hui le premier producteur d'énergie renouvelable aux États-Unis et exporte ses hydrocarbures vers l'Europe depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc les États-Unis deviennent même d'une certaine manière concurrentiels avec l'Europe. Et l'Europe d'ailleurs n'a pas trop apprécié cette politique industrielle très offensive et est en train de regarder avec l'OMC si tout ça est vraiment légal par rapport aux normes de l'OMC. Et le Doliprane, ce n'est pas français? Le Doliprane n'est pas... Non, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui semblent être sous pavillon français, mais qui sont américains depuis de longues années. C'est le cas ici. Alors l'idée importante, c'est qu'ils font leur marché en France, en Europe, pour faire venir aux États-Unis des entreprises européennes. En fait, les 2000 milliards de subventions sont pour les entreprises, qu'elles soient américaines ou étrangères, y compris européennes, si elles acceptent de délocaliser aux États-Unis. Donc, on a vu cet épisode qui s'est passé récemment avec l'entreprise qui a été rattrapée in extremis, l'entreprise suisse installée en Allemagne, Meyer Burger, puce électronique, qui a été attirée par des subventions, 2 milliards de subventions proposées par les Américains et voulait s'installer à Colorado Springs. Voyez, donc ça suppose que les Européens... alors, il ne s'agit pas de considérer les États-Unis comme un concurrent. Non, la concurrence se joue plutôt avec la Chine, qui a des capacités de production en technologie propre 3 fois supérieures. Donc, ils peuvent, à leurs besoins, donc ils peuvent inonder le marché européen. Mais les Américains peuvent inspirer les Européens sur le fait qu'il faut investir, et le rapport Draghi le disait,
utiliser, qu'il faut investir massivement dans l'avenir pour permettre à l'économie européenne d'être plus compétitive. Il est 8h20, notre invité ce matin, c'est Ramayad, ancienne ministre française, auteure des leçons de l'Amérique, nation et puissance. Vous évoquiez à l'instant justement la Chine, c'était ma prochaine question. Est-ce que aujourd'hui les Américains vont voter avec dans le viseur la Chine? Oui, alors... on parle beaucoup de polarisation quand il s'agit des États-Unis, avec des camps dressés les uns contre les autres, Trump, Harris, etc. Mais il y a un domaine où les deux pensent exactement la même chose et font exactement la même chose, c'est par rapport à la concurrence chinoise. Ils veulent se préserver de la concurrence chinoise. Ils ont peur ? Ils veulent se protéger. Non, ils n'ont pas peur parce qu'ils attaquent. Au contraire, regardez. Prenons notre exemple, la conquête spatiale. Elle est repartie, la conquête spatiale. Depuis Yuri Gagarin, avec les Russes, les Américains avaient plié le match, si je puis dire, en envoyant un homme sur la Lune, et depuis 69. Donc maintenant, ça repart. Les Chinois ont fait l'opération Lapin de Jade sur la face cachée de la Lune. Et en face, les Américains reprennent l'aventure spatiale avec James Webb, le télescope qui a ramené des images formidables il y a 15 000 milliards d'années. Et aujourd'hui, c'est Elon Musk qui est l'élément qui est au front de cette conquête spatiale. 85% des satellites lancés par les États-Unis sont des satellites de Starlink d'Elon Musk. Et il reçoit. C'est l'Amérique dans sa splendeur, quoi. C'est une entreprise privée qui va faire la conquête de la Lune. Exactement. En 20 ans, il a reçu 15 milliards de subventions par les démocrates comme les républicains. Donc, il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a aussi Blue Origin avec James Bezos qui possède Amazon. Et il y a une concurrence entre ces deux hommes qui rappelle d'ailleurs la vieille concurrence Carnegie-Rockefeller. Donc, on est là au cœur de l'Amérique à l'offensive parce que ses intérêts stratégiques sont en cause. Ils veulent rester la première puissance mondiale, quoi qu'il en coûte, si je puis dire. Le niveau de vie des Américains, Ramayad, par rapport au niveau de vie des Français. Alors ça, c'est aussi un autre préjugé qu'on a vis-à-vis. Outre qu'on pense qu'ils sont libéraux alors qu'ils ne le sont pas du tout, en tout cas pas en ce moment, eh bien, on pense aussi que les Américains sont pauvres. Bon, il y a évidemment des poches de pauvreté, des inégalités très très fortes, mais l'écart de revenus, de richesse entre les Français et les Américains est passé de 50 à 80%. Ils ont triplé leur patrimoine en 20 ans. Et pourquoi ce sentiment de pauvreté ? Parce que, l'inflation a été très forte au moment du Covid, plus supérieure à 9%. Depuis, Trump l'a contenu à moins de 2,5%, mais le souvenir est resté. Et puis 2, parce qu'ils dépensent beaucoup. Ils ont souvent 2 voitures, ils sont nombreux à avoir des voitures électriques. C'est quand même assez extraordinaire comment l'électrique a gagné en puissance. Et puis, ils font des dépenses en santé. Je veux dire, la moindre visite chez le pédiatre, vous êtes à $400. Donc, c'est ce qui explique. Mais sinon, le taux moyen de salaire par an, c'est $60 000. C'est plus que la France. Et donc ça, on ne le dit pas tellement en réalité. La France essaie d'entretenir une image de l'Amérique qui ne prend pas en compte les évolutions récentes, finalement. Exactement. Ça a commencé sous Obama, ensuite ça a continué sous Trump et ça s'accélère sous Biden. Donc les intérêts stratégiques sont bien gardés quand il s'agit effectivement de faire en sorte que l'Amérique garde son statut de première puissance. Et le dollar aide aussi beaucoup. Le dollar, c'est quand même c'est la monnaie de réserve d'échange, c'est la monnaie d'échange internationaux. Et les mêmes, comme on dit aux États-Unis, il y a on militarise le dollar. Je vais éviter d'utiliser le mot en anglais, mais on militarise le dollar, c'est-à-dire qu'il va être utilisé pour les sanctions, et y compris les entreprises françaises. BNP a été sanctionnée sévèrement, avec plusieurs milliards. Donc c'est ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant du dollar. Voilà. Il y a l'Europe face à la Russie, et vous dites, Ramayad, que... En tout cas, vous appelez de vos voeux le fait que la paix arrive pour l'Europe le plus tôt possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la Pax Europa, aujourd'hui, on parle de plus en plus de paix à propos de cette guerre. Je veux dire, Zelensky lui-même était le mois dernier, en septembre, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il venait avec son plan de paix. Lors de sa visite en France également, il en a parlé. En Suisse, cet été, il s'est tenu une grande réunion sur cette question avec 160 délégations internationales présentes. Modi, l'Indien, est allé en Ukraine, est allé à Moscou. Les Chinois avaient envoyé un émissaire faire le tour du monde sur cette question en 2023. Donc, et même les Africains, puisque je travaille sur l'Afrique, avaient envoyé un groupe de chefs d'État africains pour plaider la paix dans les 2 capitales. Donc, c'est une question. Mais le problème, en fait, c'est que les positions se durcissent sur le terrain et puis la paix ne peut pas se faire à n'importe quelle condition au détriment de l'Ukraine. Quand Donald Trump dit
avec moi, la paix sera faite en quelques jours entre la Russie et l'Ukraine, mais on ne sait pas comment il va faire ça. Et surtout, qu'est-ce qu'il va advenir de la Crimée? Qu'est-ce qu'il va advenir des 4 oblasts sur lesquels la Russie entend maintenir son contrôle? Qu'est-ce qu'il va advenir de la CPI qui menace Poutine? Donc, c'est des questions encore ouvertes. Alors, moi, je voudrais qu'on termine cet entretien, si vous le voulez, Ramayad, il nous reste 1 minute, avec Kamala Harris qui doit prononcer un discours symbolique mardi prochain à Washington sur l'ellipse. C'est ce lieu entre la Maison Blanche et l'obélisque de Washington, voilà, au cœur de la capitale américaine. Cette élection-là aura lieu donc vraiment dans 1 semaine. Et ce discours aura lieu à l'endroit même où l'ancien président avait harangué ses partisans juste avant qu'il n'attaque le Capitole le 6 janvier 2021. Kamala Harris explique que ce sera un réquisitoire final. À quoi est-ce qu'on va assister là dans les prochains jours aux États-Unis? Quelle est l'ambiance là? C'est tendu, c'est euphorique, c'est quoi l'ambiance aux États-Unis? L'ambiance elle est tendue parce que c'est pas une élection comme une autre. Je vous rappelle, vous venez de le dire, l'attaque du 6 janvier. Vous commencez par là d'ailleurs dans votre essai. Oui, c'est l'état de la démocratie américaine. C'est comme ça qui est en jeu. Est-ce que l'Amérique pourra rester une démocratie telle qu'on l'a toujours connue? Lorsqu'on interroge Donald Trump et qu'il dit qu'on lui demande quand chaîne un étude de Fox lui demande s'il sera un dictateur, il dit sauf le premier jour, seulement le premier jour. Donc et il y a encore la moitié des Américains qui pensent que l'élection 2020 a été volée. Donc c'est ça qui est en jeu. Alors on va suivre ça évidemment. Merci beaucoup Ramayad d'avoir été notre invité ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame.